suis sélectionné pour la cérémonie des sosies d'Evelyne Thomas. C'est pas un sosie, papa. C'est quelqu'un qui... Il n'avait aucune personnalité. Ah, allez. Tu peux pas être mon sosie. Pourquoi? Parce que je suis personne, madame. 4 d'entre vous d'avoir l'immense privilège de venir... Bernadette. Toi là-bas, là, avec le calamar sur la tête. T'as rigolé ce que je dis? Tu dis au revoir et tu te casses. Je te préviens, Bernard. T'as pas intérêt à redéconner. Ah, mais qu'est-ce que t'espérais? Une petite vie étriquée avec un mari sans maîtresse? Tu mérites mieux que ça, mon ange. Oh, Perrault! Attends, mais c'est rien, c'est juste un petit coup de bite! Magnolia! Forever! Benoît Poulvorde. Vous allez où, là? Je suis Bernard Frédéric. Allez, non. Officiel de Polnareff. Jean-Paul Rouve. C'est vrai que t'as l'air con avec ces lunettes. Julie Depardieu. T'es bien foutu de ma gueule. On n'avait jamais parlé d'une tournée. Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Yann Moix réinvente le mythe de Clo-Clo. Podium, lundi 20h55 sur Canal+. Canal+ invente la première émission d'anticipation politique. Qu'est-ce que c'est qu'une société sans pétrole? Une fiction orientée vers demain. Le baril est en train d'exploser et nous on spécule dessus. Et c'est ça qu'ils veulent nos clients. Nos clients ils veulent qu'on soit malin. Une personnalité politique d'aujourd'hui. Réaction et débat en direct. François Hollande, invité de Routel Krief dans C'est déjà demain, 20h55 sur Canal+. La cassette a été envoyée. On tourne toute la campagne, il monte au fur et à mesure et on diffuse le lendemain de l'élection. Là, ça c'est bien, on peut le faire, tu vois. Je vais les relancer. Je vous dis que je ne ferai pas de commentaires, je n'ai pas d'ailleurs pas de commentaires à faire là-dessus. Mais est-ce qu'ils sont partis sans laisser l'adresse? Quel scandaleux que je suis. C'est marrant, hein, c'est marrant, tu bien parce que tu sais très gestuel, c'est pas mal. Donc on va réduire un tout petit peu cette séquence et puis ensuite on passe à la partie témoignage. Est-ce que vous accepteriez quand même de me parler de cette période face à une caméra ou... Oh non, je ne vais pas jusqu'à ce point quand même. Ils ont plein de trucs comme ça, vraiment. Des témoignages. Il faut que vous soyez sûr du coup pour qu'on puisse y aller, quoi. Après, en termes de question matérielle. C'est une guerre sans image. Toi, c'est notre devoir de montrer ce truc-là. Bonsoir et bienvenue dans la rédaction de 90 minutes. Bonsoir, nous avons un scoop sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en novembre 2004. Vous vous souvenez de l'Hôtel Ivoire, l'armée française fait face aux partisans de Laurent Gbagbo, une fusillade éclate. Nous avons des images inédites et exclusives. Il n'y a plus de barbelés. Les gendarmes ivoiriens ont le plus grand mal à contenir la foule. Tout à coup, la fusillade commence. Le caméraman coupe sa caméra en se mettant à couvert. Au ralenti, on voit les militaires français reculer et on devine au loin les manifestants qui avancent. Et puis nous avons passé plusieurs jours avec le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Et vous verrez comment les chrétiens évangéliques, ces pasteurs à l'américaine, sont devenus les nouveaux gourous du palais présidentiel. Dans la chapelle de la présidence, il retrouve son pasteur, Moïse Coré, et la chorale de l'église Shekinah. Sur l'estrade, Moïse Coré. Devant lui, l'homme qui prêche n'est pas un pasteur, c'est un homme d'affaires ivoirien. Dieu, merci de ce que chaque décision qu'ils prennent viendra et sera inspirée de toi. Un nouveau scandale de santé publique, c'est notre troisième sujet. Cette fois, ce sont des sondes cardiaques potentiellement mortelles qui ont été vendues par milliers en France. Louis Vincent apprendra qu'il est porteur d'une petite bombe à retardement 2 mois et demi plus tard, complètement par hasard. J'appelle le centre hospitalier, la clinique donc, où j'étais implanté, et on m'annonce froidement, sèchement, oui, vous êtes concerné. Comme ça. Au bout de 2 mois et demi. Et moi, on m'a laissé 2 mois et demi en danger de mort. Il y avait le commerce équitable et voici la bourse qui s'y met. Enquête sur des placements financiers éthiques, pas si éthiques que ça. On cherche des renseignements pour placer son argent en bourse, mais sur des valeurs éthiques. Autrement dit, sur des sociétés qui n'ont pas recours au travail des enfants, qui ne vendent pas d'armes, qui n'ont pas de problème avec les droits de l'homme. Voilà.
Le banquier se renseigne au téléphone sur ce que propose sa banque pour investir éthique. Nous, on apporte une sorte de différence. Et il est bien, ce gars? Je suis désolée, mais... Vous avez sûrement suivi cette histoire du scandale du médicament antidouleur qui s'appelle Vioxx et qui en fait provoque des maladies du cœur assez graves. Ce qui se passe, c'est que le laboratoire qui le fabrique a dissimulé des effets secondaires au public et puis les instances de surveillance médicale ont laissé passer. Et le sujet qu'on va vous montrer maintenant, l'enquête qu'on va vous montrer, concerne elle aussi une défaillance de la surveillance médicale. Oui, c'est une enquête sur une sonde cardiaque américaine, une sonde cardiaque qui est reliée au cœur, qui s'est avérée défectueuse. 6000 personnes sont concernées en France, 6000 personnes avaient été implantées. Et dangereuse parce qu'en fait elle était potentiellement mortelle, donc ça faisait 6000 personnes avec une petite bombe à retardement dans la poitrine. Tu vois, c'est une des sondes qui part du pacemaker et qui arrive dans l'oreillette. Et sa forme en J permettait de la placer très facilement sous l'effet des impulsions électriques, des battements du cœur. Ça travaillait. Et ça travaillait tellement qu'au bout du compte, ce fil de rétention cassait. Donc ça devenait un mini poignard dans le cœur. Et ça pouvait, à terme, blesser les organes alentours. Toucher une artère ou le cœur, c'est ça? Percer le cœur, donc afflux de sang dans le cœur, mort immédiate. On regarde l'enquête de Bernard Nicolas avec Philippe Lafay. En lançant en 1989 sa sonde cardiaque AcuFix, le groupe américain Telectronics réussit un très beau coup marketing. Cette sonde, qui relie le pacemaker au cœur, a une forme en J qui plaît beaucoup aux médecins. Hélas, 5 ans plus tard, Telectronics s'aperçoit que sa sonde peut se casser et qu'un hameçon sorti de sa gaine peut tuer. J'aurais bien pu pas me réveiller un matin en me levant, hein, ou un jour tomber sur le carreau sans qu'on sache pourquoi. Moi, je me doutais pas qu'on me mettait la bombe à retardement dans le cœur, et puis voilà, Non, j'accepte pas, j'accepterai jamais. AcuFix sera retiré du marché en novembre 1994, mais 10 ans plus tard, deux thèses s'affrontent toujours devant les tribunaux français. Celle des porteurs de sondes d'abord, qui estiment avoir été mis en danger de mort, car avertis trop tard par le fabricant. Moi, j'ai la nette impression qu'ils n'ont pas été respectés comme ils auraient mérité d'être respectés. En face, il y a Telectronics, qui affirme avoir donné l'alerte dès le danger connu. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'ils ont arrêté la distribution de cette sonde à une époque où ils ne savaient toujours pas la cause. Louis Vincent a refait ce geste des centaines de fois. Remplir une valise de documents, monter dans le TGV à Lyon, sa ville, et en redescendre à Paris. Depuis 10 ans, il traîne sa gouaille de Gaune et l'énergie qu'il lui reste pour dénoncer ce qu'il estime être un scandale de santé publique, celui des sondes cardiaques défectueuses. Ce fil électrique, chargé de soutenir son cœur fatigué, devait l'aider à vivre. Il aurait pu le tuer. Je me rappelle que j'ai été implanté le 10 janvier 1994. Même maintenant, ça me fait encore froid dans le dos. Et puis en plus, alors ce que je n'admets pas du tout, c'est que le médecin qui m'a implanté ne m'est pas averti immédiatement, alors qu'il était averti 2 mois et demi avant. Depuis 1994, le petit monde des spécialistes français de la stimulation cardiaque connaît très bien Louis Vincent. Estimant que certains médecins n'ont pas su à l'époque réagir face à une situation d'urgence pour les patients, Louis Vincent ne rate jamais une occasion de leur rappeler ce mauvais souvenir. Parfois, on n'arrive pas à le résoudre, donc on se met très souvent à l'effort. Sur Petit Zoo. Oui. Louis Vincent. Bonjour. Comme je vous ai dit, nous, on n'a jamais attaqué les médecins. Pourquoi ont-ils eu un comportement pareil à l'égard des victimes? Mais attendez. Question. Personne n'a répondu aux demandes de l'AFSAP. Attendez, il y a quand même un certain nombre de médecins qui ont surveillé les malades. C'est en 1989 que le fabricant américain Telectronics lance sur le marché mondial sa sonde cardiaque AcuFix. C'est cette sonde qui fait le lien entre le pacemaker, la pile cardiaque, et le cœur. Cette sonde a une forme en J qui la rend très facile à implanter dans l'oreillette. C'est ce qui explique son succès commercial à l'époque. La sonde AcuFix sera vendue à 45 000 exemplaires dans le monde.
Et puis 5 ans plus tard, en novembre 1994, c'est l'alerte générale. Telectronics annonce que cette sonde est défectueuse et qu'elle a tué aux États-Unis. Il faut la retirer immédiatement du marché. Problème, en France, 5800 malades en sont déjà équipés. L'annonce du retrait des sondes AcuFix est d'abord réservée aux autorités sanitaires françaises, et en particulier aux experts de la Stimarec, les meilleurs spécialistes de la stimulation cardiaque. Ça a été brutal parce que ça a été une information qui est arrivée fin octobre 1994 et qui s'est accompagnée instantanément du retrait de toutes les sondes existantes. Bon, on ne savait pas à l'époque ce qu'on allait faire, mais on nous a dit il y a eu des problèmes, on arrête complètement les implantations de cette sonde et puis faut les surveiller. Médecins et centres implanteurs sont alertés le 9 novembre 1994. À charge pour eux de rappeler leurs patients. Premier dérapage, tous les médecins concernés ne mesurent pas la gravité de la situation et oublient d'informer leurs malades. À Lyon, Louis Vincent apprendra qu'il est porteur d'une petite bombe à retardement 2 mois et demi plus tard, complètement par hasard. Un jour de fin janvier 1995, mon épouse m'appelle. Elle me dit, viens vite, on parle de sonde cardiaque à la télévision. Cette mise en garde médicale, environ 5000 Françaises ou Français porteurs ou porteuses d'un stimulateur cardiaque vont recevoir un courrier de leur médecin les invitant à passer sans tarder une radio. Une sonde de fabrication américaine peut en effet présenter des anomalies dangereuses. J'en prends un coup sur la tête, là. Je dis franchement, parce que je me demandais ce qui m'arrivait. Ouais. J'appelle le centre hospitalier, la clinique, donc, où j'étais implanté, et on m'annonce froidement, sèchement, oui, vous êtes concerné. Comme ça, au bout de 2 mois et demi. On m'a laissé 2 mois et demi, comme beaucoup d'autres aussi, 2 mois et demi. Il y en a d'autres qui ont été avertis plus tard. Mais moi, on m'a laissé 2 mois et demi en danger de mort. Louis Vincent n'est pas le seul à être informé du danger par les médias. Il y a eu des défaillances de médecins un peu partout en France. Ça, pas envoyé. Comment avez-vous appris qu'elle était défectueuse? Par la télévision. On ne vous avait rien dit sinon? Personne ne m'avait rien dit, je ne sais même pas s'il le savait, je vais vous le dire. Et quand j'ai donné mon numéro, on m'a dit oui, il faut vous l'enlever. Et c'était dans le métro, j'avais acheté le journal Le Monde. Et je vois un petit article indiquant les gens qui ont des piles cardiaques doivent se méfier et ont donné les références des piles. J'ai alors ouvert mon portefeuille, regardé ma carte. Et je me suis aperçu que j'avais tiré un mauvais numéro. Je crois que je l'ai appris par la radio, un truc comme ça. Je crois que c'est. Et que d'ailleurs j'avais téléphoné après pour voir si je faisais partie du lot. Je ne sais plus si c'est à qui c'est que je téléphonais exactement, si c'est au chirurgien ou si c'est à mon cardiologue. Et qui m'ont dit oui, vous faites partie du lot. Bon, il faudra venir pour regarder. Je pose la question au médecin, pourquoi vous ne l'avez pas averti? J'ai déjà eu de réponse. Quand je leur ai dit, ils ne savaient pas. Je leur apprenais, moi. J'en doutais, vous m'excusez, mais maintenant j'en doute. Au début, j'ai marché comme un âne qui trotte. J'y suis allée franco, ils ne savaient pas, ils savaient. Mais là, ce coup-ci, maintenant, je me dis, mais ils savaient. Alors, qui ment? 10 ans plus tard, nous avons cherché des explications à ces manquements d'une partie du corps médical français. Dans cette clinique, nous savons qu'un médecin implanteur n'a pas alerté ses patients en novembre 1994 dès qu'il a su qu'il y avait danger. Quand on lui en demande les raisons aujourd'hui, il est quelque peu embarrassé. Moi, j'ai appris l'information, enfin ça a été dit par les journaux. Ah, vous l'avez appris par les journaux, vous? Incroyable. Non, enfin, je l'ai appris un soir à la télévision. Ouais. Par un numéro vert, là, c'est ça? Non, mais parce que c'est passé à la télévision un soir, et puis le lendemain, j'ai eu 50 appels téléphoniques. Donc, tous les patients m'ont rappelé. Je trouve que les médias devraient s'arrêter avec ces sondes AcuFix. Ça fait 10 ans maintenant. En plus, il faut savoir que la moyenne d'âge des patients implantés, si vous voulez, est quand même globalement âgée, que tous les gens qui étaient assez jeunes et qui avaient des problèmes ont été explantés. Voilà. Ce médecin a le mérite d'être clair. 10 ans, ça suffit. Les porteurs de sondes cardiaques sont vieux. Il est donc inutile d'en parler. Messieurs les journalistes, passez votre chemin. Nous avons tout de même vérifié. Et quand ce médecin affirme avoir été alerté par la télévision fin janvier 1995, il ment. Comme beaucoup de ses collègues, il a reçu ce courrier en recommandé le 9 novembre 1994, expédié par Telectronics.
Et les experts de la stimulation cardiaque ont multiplié les réunions de mise en garde à propos du danger mortel représenté par les sondes à cul fixe. On avait fait le topo et on avait donné toutes les indications à l'époque, devant une salle pleine. Et donc c'était des gens venant de toute la France. Oui. Ah oui. Donc les médecins étaient avertis. Ah oui, les médecins étaient avertis. Et informés. Oui. Ah. Même si le courrier, ils l'ont mis à la poubelle, là, ils se sont déplacés. Ils se déplaçaient pour une réunion de la Société française de cardiologie, une réunion du groupe de travail de stimulation cardiaque et de Stimarec, et ils étaient à l'écoute. Il y a sûrement eu un certain nombre de collègues qui n'ont pas su gérer ni le problème, ni leurs patients. Qui se sont sentis peut-être traumatisés et peut-être même responsabilisés par un problème, culpabilisés par un problème qui n'était pas le leur. Il est vrai qu'il n'est pas facile pour un médecin d'avouer à son patient qu'il lui a implanté une sonde éventuellement mortelle. Une sonde en apparence inoffensive, mais qui cache sous sa gaine de polyuréthane un fil de fer qui lui donne sa forme en J. En 1995, les malades vont découvrir avec effroi le défaut de cette sonde, car ce fil de rétention peut casser et se transformer en un poignard pouvant perforer une artère ou la paroi du cœur. Personne ne soupçonnait l'existence de ce fil de fer, pas même les commerciaux français de Telectronics. On n'a jamais été tenu au courant d'un fil de rétention qui était potentiellement dangereux. Non, on n'a jamais eu ça. Je ne pense même pas que les ingénieurs de Telectronics France étaient conscients qu'il y avait un fil de rétention dans cette sonde. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Il n'y avait rien dans ça la n'avait notice. pas été dit par les Américains. Les responsables de Telectronics m'ont demandé de vous parler aujourd'hui de la sonde à cul fixe auriculaire en J. En 1994, contraint et forcé par l'urgence, Telectronics parle enfin de ce fameux fil de rétention. Les Américains le font en éditant une cassette vidéo à destination des patients. Mais cette vidéo finira dans les tiroirs des médecins français. Aucun des témoins rencontrés au cours de notre enquête ne l'a visionnée à l'époque. Elle aurait pourtant été précieuse pour les porteurs de sondes à cul fixe qui ont dû apprendre à vivre sous une menace permanente. Ce fut le cas de Jacques Lecornu qui gardera sa sonde vissée dans le cœur pendant 7 ans en sachant qu'elle pouvait le tuer à tout moment. Ce statut, entre guillemets, de gars qui dort sur une caisse de dynamite... C'est pas toujours là, voilà. C'est vrai que ce genre de truc peut conduire à la psychose. Quand nuit et jour, vous vous dites, ça y est, est-ce que la mèche est allumée, et que vous savez que c'est pas vous qui l'allumez. Oui, c'est ça. Alors que Jacques Lecornu est candidat au retrait de sa sonde, Telectronics le lui déconseille fortement. J'aurais pu le faire au début pour être débarrassé tout de suite. Mais on m'a dit, mais non, vous risquez plus. Hein. Alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Dangereux de la garder, dangereux de la retirer. Comme beaucoup d'autres en France, Jacques Lecornu reste donc prisonnier de sa sonde jusqu'en 2001. Lors d'un examen de routine, dit examen de brillance, destiné à vérifier l'état de la sonde, c'est la catastrophe. On m'avait d'ailleurs expliqué, puisque j'avais passé des expertises avant, que puisque ma pile avait tenu aussi longtemps, elle était bonne pour toujours. Que c'était le signe que je n'étais pas victime d'un défaut de qualité fugace. Et alors là, la sonde incriminée était complètement démantibulée, c'est-à-dire qu'il y avait un espèce d'hameçon qui me menaçait. Et donc après avoir été, pour résumer, un porteur sain pendant 6-7 ans, je me découvre, alors là, personne en situation d'urgence immédiate. Ce même discours rassurant sur sa sonde qui serait résistante avec le temps, Jean-Louis Serre l'a lui aussi entendu. Mais lui aussi a échappé au pire. Opéré d'urgence en 2003, il subit aujourd'hui les conséquences directes du retrait de sa sonde brisée. Il perd peu à peu l'usage de son bras droit. C'est un autre handicap. Pour moi, c'est le jour où je n'aurai plus mon bras droit, qui diminue au fur et à mesure, ça sera pire que d'être paraplégique pour moi. Robert Vétard, lui, est un miraculé. Pendant des années, son médecin a surveillé l'état de sa sonde sans lui parler du danger. Il n'a compris que le jour où il a été opéré d'urgence. Il supposait au départ qu'il y avait une fracture, justement, de fil de rétention, mais ça en est resté là.
Et c'est que lorsqu'il y a eu l'intervention chirurgicale que j'ai appris, donc, qu'il y avait la perforation de l'oreillette et que le fil était pratiquement intrapulmonaire. Ah bah dites donc, rétrospectivement, vous avez dû vous dire... Je l'ai échappé belle. Irène Richard est un cas unique. Opérée 7 fois, on lui retire sa sonde AcuFix menaçante pour la remplacer par une autre sonde fabriquée par Telectronics, la sonde Encore, qui, hélas, est aussi défectueuse que la précédente. Impossible de la réopérer, elle porte toujours sa sonde aujourd'hui. Mais la deuxième sonde, personne ne m'a rien dit, hein. Celle que j'ai là qui marche, qui est pas bonne. Personne. Et ça tombe sur moi, un coup de chance, c'est toujours pareil. Enfin, il vaut mieux que ça tombe sur moi que sur un plus jeune, quoi, en définitive. Moi, j'ai fait ma vie, mais enfin, c'est pas marrant. En octobre 1996, sortant de l'hôpital où on lui a retiré sa sonde, Louis Vincent va faire une découverte surprenante. Un généreux donateur avait payé son forfait hospitalier. Quand je suis sorti de l'hôpital cardiologique, j'ai demandé le forfait hospitalier. Non, c'est bon, tout va bien. Voilà, je suis sorti, je suis allé à la maison de repos en rééducation. Et alors j'ai cru que c'était les anciens combattants qui avaient payé donc le forfait hospitalier, mais il s'est avéré que non. Quelqu'un des Hospices civils de Lyon m'a communiqué le titre de recette que vous avez dans les mains. Et on s'aperçoit que c'est bien le service comptabilité de Telectronics, sans du titre de Tocqueville à Paris à l'époque, qui a payé le forfait hospitalier sans que je le demande. Alors ils ont payé les forfaits journaliers, pourquoi? Parce qu'ils se sentent coupables. Sinon ils n'auraient pas payé. Cet accord passé entre Telectronics et la Sécu pour la prise en charge des patients explantés pouvait effectivement ressembler à une reconnaissance de responsabilité de la part du constructeur américain. Outre-Atlantique, Telectronics ira encore plus loin. Face à des milliers de patients porteurs de sondes dangereuses qui ont lancé des recours collectifs, la société américaine a transigé et versé des millions de dollars aux malades pour éviter d'en payer plus encore à l'issue d'un procès. Ce fut le cas au Canada où près de 2500 porteurs de sondes AcuFix ont obtenu réparation. Yves Lauzon était un des avocats des plaignants canadiens. Il nous a reçus à Montréal. Ils n'ont fait aucune difficulté une fois que le recours collectif était engagé pour reconnaître leur responsabilité dans la défectuosité du produit. Il y a eu quand même une négociation, des discussions sérieuses, mais dès qu'ils ont décidé de faire le règlement à l'amiable, ils ont dû, pour les sans admission légale, ils ont dû reconnaître qu'il y avait un problème et donc ils ont accepté d'indemniser les gens en relation avec le défaut du produit et des dommages encourus ou à encourir. En France, il semble bien que tout se soit fait plus discrètement. Certains patients ont accepté l'argent de Telectronics. Louis Vincent lui-même sera sollicité. En 1995, avant même qu'il crée l'association des porteurs de sondes défectueuses, Telectronics lui propose un protocole. Sur ce document, le fabricant américain admet le défaut possible de sa sonde, mais offre 50 000 francs à Louis Vincent afin qu'il renonce à toute action en justice. Louis Vincent refusera. Il était hors de question que moi, Louis Vincent, j'accepte cet argent pour solde de tout compte. Bien sûr. Non, je pouvais pas laisser mes anciens, mes pépés, mes mémés d'association comme ça. Je serais vraiment passé, je serais passé pour un salopard. Et là, non, pas question. Non. Je veux rester avec eux et je serai toujours au bout avec eux, toujours avec eux jusqu'au bout. Dans le monde, Telectronics paiera des millions de dollars d'indemnités, ce qui provoquera sa faillite. Toutes les procédures sont terminées, sauf en France. Tout simplement parce que pour le concepteur américain des sondes, payer ne veut pas dire avouer sa faute. C'est cet argument inconfortable que reprennent aujourd'hui les avocats français de Telectronics. Explicitement, il a bien été dit qu'il n'y avait pas de reconnaissance de responsabilité. On peut comprendre que le calcul consiste à se dire « je préfère encore mettre un terme, moi, Electronic US, je mets un terme à ce procès pour ce prix-là ». Lorsque Telectronics a pu transiger, elle a transigé. Elle ne l'a pas fait en France. Pourtant, il semble bien qu'en 1995, Telectronics ait prévu une cagnotte pour indemniser les patients, ce qui pourrait expliquer les propos du patron français de Telectronics à l'époque. Ce qui prime pour nous, pour moi-même, c'est la sécurité des patients. Et en aucun cas, l'élément financier ne sera un frein à notre action dans la démarche que nous sommes en train de faire. En France, le sort des porteurs de sondes AcuFix s'est joué dans l'indifférence générale. Quelques articles ont fleuri quand le ministère de la Santé a fait appel à la presse en janvier 1995, puis plus rien. Seul le Progrès de Lyon a suivi l'affaire. Pourtant,
Sans qu'on en parle, la sonde AcuFix provoque encore des drames 10 ans plus tard. Ainsi, ce patient, mort récemment sur la table d'opération lors du retrait de sa sonde défectueuse. La famille du défunt attaque en justice le chirurgien. Et quand celui-ci rappelle qu'il n'y aurait pas eu d'accident s'il n'avait pas dû explanter une sonde dangereuse, il se retrouve face à des experts payés par Telectronics. Dans chaque procédure, chaque fois qu'un malade décède, c'est clair qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut se reprocher. Et là, dans cette affaire-là, il y a évidemment beaucoup d'experts qui sont mis en jeu. Et la société Telectronics, c'est pas un secret, c'est attacher les meilleurs experts pour dire du bien de la société Telectronics. Ils sont tous pour dire l'état de la science et la société Telectronics s'est mis en garde et nous file tous les rapports, etc. Et donc, le fabricant n'est pas responsable du vice de conception de la sonde et puis faire porter la grosse charge sur le médecin coupable, entre guillemets, je trouve ça un peu gros, quoi. Avant de se retrouver devant la cour d'appel du tribunal civil de Lyon en octobre dernier, 17 plaignants réunis autour de Louis Vincent avaient tenté d'attaquer Telectronics dans une procédure pénale pour mise en danger de la vie d'autrui et tromperie sur la qualité d'une marchandise. Cette procédure finira par un non-lieu sans convaincre Louis Vincent. Étant donné que cette sonde avait déjà tué aux États-Unis en 1992. Et Telectronics veut minimiser le problème, mais cette sonde avait déjà tué. C'est la question fondamentale de ce dossier. Telectronics savait-il avant novembre 1994 que ces sondes étaient défectueuses et potentiellement dangereuses? Sur ce point, les documents que nous avons retrouvés sont pour le moins troublants. Ce listing, par exemple, recense tous les incidents rapportés à Telectronics sur différents matériels sortant de ses usines entre 1989 et 1994. Et parmi ces problèmes, les défaillances graves des sondes AcuFix. Plusieurs dizaines de cas sont signalés, en général des ruptures de sondes qui apparaissent dès 1989. En 1991, ces fractures sont plus fréquentes et fin 1992 apparaît le premier décès dû à la sonde. Cette fois, non seulement le fil de rétention s'est fracturé, mais il a perforé l'aorte du patient américain qui en est mort. Comment expliquer que Telectronics, informé de ces accidents en répétition dès 1989, n'ait réagi que 5 ans plus tard? Pour les experts français de la stimulation cardiaque, les Américains seraient tout simplement prisonniers de leur système statistique. Ils ne réagissent qu'à partir d'un certain nombre de morts. Enfin, on n'a pas été informés, nous, de ce problème-là en France. D'accord. Et vous connaissez les Américains, les statistiques. S'il n'y a pas le nombre suffisant, ils ne vont pas publier les statistiques. C'est une réaction typiquement américaine, c'est-à-dire que pendant très longtemps, l'Europe a été le champ d'expérimentation des États-Unis. Nous étions des cobayes. On était un peu des cobayes. Pendant 4 ans, les incidents se multiplient impliquant le fameux fil de rétention. Mais Telectronics ne publie rien, ne dit rien. Mais est-ce que ça n'a pas été, du côté des Américains, de gagner un peu de temps pour écouler les stocks? Ma réponse, c'est ma conviction, et ma conviction, c'est non. Quand on se situe avant la prise de décision par Telectronics d'arrêter la commercialisation de son produit, c'est-à-dire à partir d'octobre 1994, nous, les informations dont nous disposons, que nous connaissons, c'est 4 incidents qui ont effectivement été rapportés à Telectronics, mais pour lesquels, précisément, et c'est la raison pour laquelle on passe de 1992, de fin 92 à 1994, pour lesquels, compte tenu précisément des analyses qui avaient été faites par Telectronics, on ne pouvait pas imaginer sur la base de ces analyses qu'il y avait effectivement un risque particulier attaché au fil de rétention. C'est le fil de rétention qui a tué, hein. C'est clair et net dans le descriptif. On ne peut pas dire qu'il y ait eu le désir de cacher une vérité qui aurait déjà été découverte. J'ai l'absolue conviction, sinon d'ailleurs je n'aurais pas accepté de vous parler, mais j'ai l'absolue conviction que dès qu'ils se sont dit on ne comprend pas, mais il y a peut-être un risque général, il y a peut-être un problème de nature de risque nouveau, alors ils sont intervenus pour arrêter. Les avocats de Telectronics évoquent 4 incidents sur les sondes cardiaques AcuFix entre 1989 et 1994. Ça paraît bien peu comparé aux chiffres que nous avons pu vérifier auprès de la FDA, la Food and Drug Administration, organisme de contrôle américain. En 1995, après enquête, la FDA confirme de nombreux accidents dus à ces sondes entre 1989 et 1994 sans que Telectronics ne réagisse. Seuls quelques journaux américains en parleront. La FDA qualifie l'attitude du constructeur américain de laxiste.
Laxiste, en particulier lors de 2 décès fin 1992. La FDA note que Telectronics n'a pas réellement enquêté sur les causes de ces morts avant mai 1994, 1 an et demi plus tard. 2 autres morts de porteurs de sondes en juin 1994 ne feront l'objet d'aucune investigation. Ces informations ne seront jamais publiées en France. Les commerciaux français de Telectronics se souviennent en revanche que le rappel urgent de la sonde AcuFix en 1994 faisait suite à d'autres retraits de matériel défectueux les années précédentes. C'est-à-dire que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, puisque avant on a géré des problèmes sur les boîtiers, ce qu'on appelle des recalls, hein. C'est-à-dire on rappelle les patients. Donc ça c'était sur les boîtiers, c'est-à-dire les pacemakers eux-mêmes. Les pacemakers eux-mêmes. Donc on s'est tapé 2 recalls et puis est arrivé ça en dernier. Ça s'est échelonné sur, on va dire, 4 ans. Sur 4 ans. De 90 à 94, vous n'avez eu que des pépins, quoi. On a eu que des pépins. Il a fallu qu'on réagisse très violemment vis-à-vis d'une ou 2 sociétés américaines, parce qu'avant ça, il y a eu d'autres problèmes avec d'autres sociétés, et on s'apercevait qu'on recevait l'information 1 an ou 18 mois après que l'information soit distribuée aux États-Unis. On était les Indiens. L'attitude de Telectronics, stigmatisée par la FDA, on la retrouve dans ce document très éclairant de mai 1995. Dans ce fax, envoyé des États-Unis vers la France, on ne parle plus des sondes AcuFix. Elles ont été retirées du marché. Mais les ennuis de Telectronics ne se sont pas arrêtés pour autant. Commentant un article de presse évoquant la fermeture d'une usine Telectronics en Floride, ordonnée par la FDA, la direction américaine de Telectronics écrit « L'usine n'est pas fermée, et si nous ne pouvons plus vendre certains produits aux États-Unis, on peut continuer à les vendre hors des États-Unis. » Tous ces éléments ne sont jamais apparus dans le dossier pénal en France, la justice américaine ayant fort peu collaboré avec les juges français. Je pense que la justice américaine a manifesté un dédain total à l'égard du juge d'instruction lyonnais qui lui demandait de travailler. Je crois que l'explication, elle se trouve là, car je suis persuadé que si les autorités américaines avaient voulu mettre le paquet, si je puis dire, enfin mettre toutes les chances de leur côté pour recueillir les éléments de preuve nécessaires, ils auraient parfaitement pu. En décembre 2002, le tribunal civil de Lyon reconnaît le préjudice subi par 17 plaignants. Telectronics est condamné à leur verser des indemnités, mais fait appel du jugement. Coup de théâtre au mois de novembre dernier, la Cour d'appel de Lyon déboute 13 plaignants sur 17. Le tribunal estime que Telectronics a correctement rempli sa mission d'information aux patients. La justice ne retient le préjudice physique ou moral que pour 4 plaignants. Irène Richard, déboutée, va devoir rembourser les 20 000 € qu'elle avait touchés en première instance. Ces 7 opérations et le fait de porter aujourd'hui encore une sonde dangereuse n'y ont rien fait. Débouté aussi, Robert Vétard, dont la sonde devenue perforante avait failli le tuer. Il devra rembourser à Telectronics la somme de 12 000 €. Jacques Lecornu, dont le cas dissocié du reste des implantés est toujours pendant devant le TGI de Lyon, remboursera la provision de 5 000 € qu'il avait touchée de Telectronics. Jean-Louis Serre a déposé plainte à Montpellier. La date du procès n'a pas encore été fixée. Quant à Louis Vincent, il est débouté et devra rembourser à Telectronics les 40 000 € d'indemnité touchée en première instance. Louis Vincent n'en continue pas moins sa campagne de dénonciation. Récemment, il était à Paris. Reçu à la Direction générale de la santé, il a défendu à nouveau la cause des implantés et réclamé une reconnaissance du préjudice subi pour les 5 800 porteurs de sondes français. On l'a gentiment écouté et aussi gentiment, on a décidé de le récompenser pour tout ce qu'il a fait depuis 10 ans. On pourrait demander au ministre qu'on vous remette l'ordre du mérite quand même, pour tout ce que vous avez fait. Ce serait une forme de reconnaissance, ça. On va lui demander, avec tout ce que vous avez fait. Je vais l'appeler. Louis Vincent, très touché, est reparti chez lui à Lyon. Passé l'émotion, il nous a rappelé pour nous dire « Je ne me bats ni pour l'argent, ni pour une médaille, alors je continue. » Tant je serai sur mes 2 jambes, tant je serai assis là, sur ce bureau blanc, derrière l'ordinateur, non, je lâche pas. Comme les Canadiens, quand ils étaient indemnisés des millions de dollars, les Français, ils font ça pour l'honneur ou pour l'argent, ces procès? Alors je pense que c'est clair dans leur esprit, c'est pour une reconnaissance de leur statut de victime d'un préjudice. La somme importe peu, ce sont des gens qui sont en général à la retraite. Certains le disaient dans le document, ont fait leur vie, mais
ils estiment que le corps médical d'un côté qui ne les a pas avertis, Telectronics qui savait peut-être, sans doute, avant qu'il y avait défectuosité sur ces sondes, n'ont pas fait leur travail d'information. Et donc, ils veulent aller au bout. Peu importe les sommes d'argent, certains vont être obligés de rembourser, mais ce n'est pas un problème pour eux, dès l'instant qu'au bout du compte, un jour peut-être, la justice leur donnera raison et estimera qu'ils ont été victimes d'un préjudice grave. Vous vous souvenez certainement de ce sujet explosif dans le 90 minutes de décembre sur les événements en Côte d'Ivoire. C'était une enquête de Stéphane Auman. On montrait par l'image que, effectivement, l'armée française avait peut-être dispersé des manifestations de civils ivoiriens avec des moyens surdimensionnés, les hélicoptères sur les ponts. Et puis il y avait la fusillade de l'hôtel Ivoire. Alors les versions n'étaient pas claires. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça avait fait une énorme polémique. Est-ce que les gendarmes ivoiriens avaient joué un rôle provocateur? Est-ce que la foule était armée? Enfin, bref, on était resté un peu dans le flou sur ce qui s'était passé. Stéphane Auman est retourné à Abidjan pour obtenir des informations nouvelles et il revient avec une photo très précise des événements. Voilà, ce sont de nouvelles images tournées par un caméraman ivoirien, des images inédites qui montrent vraiment le pic de la crise, ce fameux mardi 9 novembre, alors que depuis 48 heures, des milliers de manifestants ivoiriens demandent le départ des forces militaires françaises qui tenaient l'hôtel Ivoire. Et c'est des images qui permettent de comprendre comment on a pu en arriver là. Ça, c'est la foule qu'on nous a présentée comme une foule en armes. Et à aucun moment dans les plans, tu vois des gens armés, même pas de machette. C'est clair, il n'y a pas de mec armé dans la manifestation, quoi. Donc tu as les gendarmes qui essayent, comme ils peuvent, de repousser derrière les blindés français. Juste devant les blindés. Ah oui, il y a 10 mètres entre la foule et le problème, c'est que là, ils n'ont plus que leurs armes de gros calibre face à une foule désarmée qui est plus qu'à 5 mètres, que tu peux plus repousser. Parce que comment tu veux repousser ça? Et donc comment vous les avez récupérées, ces images? Alors, en fait, ça c'est complètement rocambolesque. On est allé à l'hôtel pour voir un peu à quoi ça ressemblait. On a fait 2-3 interviews des gens qui nous expliquaient ce qui s'était passé. Et puis on a dit, si vous avez des images, tenez-nous au courant. Donc d'un air un peu mystérieux, ils nous ont dit, bon, il y a des images, on va vous les fournir. Dans cet hôtel, il y avait une petite chaîne de télé qui était en sommeil. Ils sont allés prendre des caméras, ils ont filmé. Qu'ils ont donné ces cassettes à la télé ivoirienne, qui n'avait pas de quoi les transcoder, donc qui n'a pas pu les utiliser. Qu'ils ont voulu aussi les donner aux télé françaises à Paris, et personne ne les a reçues. Du coup, ces cassettes, depuis 1 mois et demi, elles étaient dans la nature, avec tout ça, quoi. Et elles n'ont jamais été diffusées, même la télévision ivoirienne. Personne ne les a vues. Voilà, l'enquête que vous allez voir a été menée à Abidjan par Jérôme Pain et Stéphane Auman, et c'est un décryptage édifiant sur la fusillade de l'hôtel Ivoire. Le mardi 9 novembre 2004, après 2 jours de quasi-guerre entre la France et la Côte d'Ivoire, les militaires français et les manifestants ivoiriens se retrouvent face à face, en plein cœur d'Abidjan, à l'hôtel Ivoire. Vers 16h15, l'armée française ouvre le feu. Ces images sont filmées par la télévision ivoirienne. Bilan, 7 morts et des dizaines de blessés selon Abidjan. Dans les jours qui suivent la fusillade, les autorités françaises donnent plusieurs versions des faits. Michel Alliot-Marie n'évoque pas les tirs français. C'est qu'il y a eu des échanges de coups et de tirs entre la foule, les jeunes patriotes et les soldats, les militaires et gendarmes ivoiriens qui étaient en interposition entre la foule et les blindés français. Le général Poncet, qui dirige l'armée en Côte d'Ivoire, admet les tirs français, mais seulement pour riposter. Des tirs sont partis sur nos forces depuis les derniers étages de l'hôtel Ivoire, de la grande tour que nous n'occupions pas, et depuis la foule. Dans ces conditions, nos unités ont été amenées à faire des tirs de sommation et à forcer le passage en évitant, bien évidemment, de faire des morts et des blessés parmi les manifestants. Mais, je répète encore une fois, les premiers tirs n'ont pas été de notre fait. Le chef de la gendarmerie ivoirienne que nous avons interviewé lance la polémique. Il accuse le colonel français qui dirigeait les opérations à l'hôtel Ivoire d'avoir provoqué la fusillade.
Il a donné l'ordre de tirer. Il n'y avait pas de tir auparavant. Il n'y avait pas eu un seul coup de feu avant que les militaires français commencent à tirer. Et c'est ils n'ont pas tiré au hasard, les militaires français. C'est leur chef de corps qui a donné l'ordre de tirer. En réplique, le chef d'état-major français monte au créneau avec une nouvelle version des faits. Nous avons eu le sentiment d'un bout à l'autre que ce fameux colonel de gendarmerie qui accuse aujourd'hui l'armée française avait en réalité cherché à provoquer l'incident. Que ce sont les gendarmes ivoiriens qui ont cherché à se saisir à un moment de certains de nos soldats pour les envoyer dans la foule. Et c'est là que nous avons dû ouvrir le feu, après les tirs de sommation. Pour tenter de s'y retrouver entre ces différentes versions, nous sommes retournés enquêter à Abidjan, un mois après la fusillade. Tu vas bien? Parce que tu pars en Très vite, nous avons retrouvé un journaliste ivoirien qui dit avoir filmé toute la journée de la fusillade. Tu es au Parlement? Il nous emmène dans l'hôtel Ivoire. Tu regardes simplement? Non, je regarde la télé. Au premier étage se trouvent les bureaux d'une station de télévision privée, fermée depuis 20 mois faute de crédit. C'est le montage. Le journaliste ivoirien nous montre l'intégralité de ses cassettes. Ce que je vais faire, moi, en fait... 2 heures d'images inédites qui permettent de retracer l'enchaînement des faits ce fameux mardi 9 novembre 2004. Voilà. C'est nous qui avons réalisé le montage. Gendarme ivoirien en action. Ce jour-là, les chars français sont stationnés autour de l'hôtel Ivoire. Ils tiennent la position depuis la veille. Les manifestants qui ont passé la nuit sur place déambulent sur l'esplanade. La caméra filme depuis le premier étage, depuis les bureaux de la télévision privée. La foule est de plus en plus compacte. L'armée française a disposé des barbelés pour empêcher les manifestants d'avancer. Le caméraman descend dans le hall de la Tour Ivoire. Il filme les militaires français visiblement détendus. Nous sommes 7 heures avant la fusillade. Dehors, l'ambiance est bon enfant. Beaucoup de femmes et des jeunes qui jouent à la guerre avec des armes en bois. Les manifestants enlèvent une partie des barbelés posés par l'armée française. À la mi-journée, les esprits s'échauffent. Les jeunes patriotes réclament le départ des Français. Ils sont persuadés que Paris est en train de préparer un coup d'État contre le président Gbagbo. Car l'hôtel Ivoire se trouve à quelques centaines de mètres de la présidence ivoirienne et de la télévision nationale, le cœur du pouvoir à Abidjan. Pour les Français, c'est aussi un site stratégique. 2 jours plus tôt, l'hôtel a servi de zone d'évacuation pour les ressortissants français en détresse. Des hélicoptères et des bateaux les ont acheminés par la lagune vers le camp militaire du 43e Bima. La tour de l'hôtel Ivoire, avec ses 24 étages, est une véritable tour de contrôle sur le centre-ville d'Abidjan. Deux heures avant la fusillade, la tension monte d'un cran. Les manifestants sont en contact des blindés français. Le service d'ordre des jeunes patriotes a du mal à contenir la foule qui pousse. On ne voit pas de manifestants armés, mais la foule est de plus en plus excitée. L'armée française veut replacer les barbelés. Le chef des opérations, ici à droite, c'est le colonel français Patrick Destremo. 2 jours plus tôt, il a perdu 9 hommes dans un bombardement de l'aviation ivoirienne à Bouaké, le point de départ de toute la crise. Le présentateur vedette de la chaîne privée ivoirienne qui filme est arrivé sur place, il commente la scène. Chers téléspectateurs, je crois que quelques éléments d'information sont en train de se faire compléter entre les autorités ivoiriennes et les autorités françaises sur le plan militaire. À gauche, le colonel français Patrick Destremo. Deuxième point, il ne faudrait jamais partir. Donc là, il faudrait que vos gendarmes, on a amené du barbelé, et rétablissent le dispositif initial. De façon à ce qu'on ait un espace entre la foule et mes matériels et mes personnels. L'homme qui transmet les ordres est le chef des gendarmes ivoiriens, le colonel Bipoint, que nous avions interviewé. Nous, on va s'interposer, et comme ça, vous aurez suffisamment d'espace pour remettre les barbelés et puis faire ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est en particulier à gauche où j'ai besoin de quelqu'un qui vienne tout de suite. Et à droite. Laissez-nous travailler là. C'est toujours important, quand on donne l'information aux gens, ça calme un peu l'atmosphère, c'est important, puisque c'est votre objectif. La situation difficile, mais sera gérable.
La plupart des militaires français sont sortis de l'hôtel, prêts à partir. Mais rien ne bouge. Il n'y a plus de barbelés. Les gendarmes ivoiriens ont le plus grand mal à contenir la foule. Une demi-heure avant la fusillade, les conciliabules continuent entre le commandant français et le chef des gendarmes ivoiriens. C'est comme si j'étais venu vous demander de tirer. D'accord, vous comprenez. Oui, je comprends. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas tiré. Depuis le matin jusqu'à présent, vous n'avez pas tiré. Laissez-nous, on va gérer ensemble, vous et moi, au niveau de la situation. Maintenant, si vous avez le projet de tirer, vous me retirez et puis je vous laisse tirer. Non, mais le projet, c'est qu'on arrive ensemble à repousser les choses. Donc on va jouer cette hypothèse. Très bien. Si on veut un déplacement, maintenant nous-mêmes là, et réunissez tous vos hommes, on va les pousser. Il faut qu'on laisse de l'espace. Réunissez-moi tous vos hommes, je ne les vois pas, vos hommes. Réunissez-moi tous vos hommes, on va parler jusqu'au soir, on n'a pas avancé. Réunissez-moi tous vos hommes, on va les pousser. On sent en vous cette volonté vraiment de trouver une solution à l'amiable pour ne pas que nous allions au vinaigre. Alors, à l'issue de l'entretien que vous avez eu donc avec l'autorité de la gendarmerie, qu'est-ce qui a été arrêté exactement? Eh bien, ce que nous souhaitons, c'est que la foule trouve le calme et que les gens reculent de façon à ce qu'ils soient moins près de tous nos véhicules et de l'hôtel. Alors, de façon concrète, est-ce que vous allez confirmer donc le départ de vos forces de l'hôtel Ivoire? Alors tout ceci s'est fait en coordination avec les autorités ivoiriennes. Voilà, et comme tout responsable, j'attends que les autorités aient pris une décision avant de prendre à mon niveau des mesures d'exécution. Je vous remercie, on espère qu'on croisera les doigts de sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de gavage. Et je pense que c'est votre choix aussi. Mon premier choix, c'est que la paix et la sécurité reviennent en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Je vous remercie. Tout à coup, la fusillade commence. Le caméraman coupe sa caméra en se mettant à couvert. Au ralenti, on voit les militaires français reculer et on devine au loin les manifestants qui avancent. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi les Français ont-ils tiré? Nous avons retrouvé John Jay, le présentateur ivoirien, un mois après la fusillade. Non, mais moi, c'est vrai. Sur le parking de l'hôtel Ivoire, il se trouvait à une trentaine de mètres des premiers militaires qui ont ouvert le feu. Selon lui, tout a basculé quand des manifestants ivoiriens ont submergé le dispositif français. Ça a commencé à chauffer à partir de là. Vous savez, là, il y avait des soldats français qui étaient en face de la foule qui était ici. Vous comprenez? Donc, plus la foule venait, personne ne pouvait le contenir. Donc, les gendarmes ivoiriens se sont repliés. C'est là que les soldats français ont commencé à tirer. C'était tir de sommation. Qu'est-ce que ça a été? C'est eux qui ont tiré. Nous avons sollicité une interview de l'armée française qui a refusé car elle préfère tourner la page. Voici donc les explications données par le colonel Destremo dans une interview à nos confrères de Libération le 10 décembre 2004. Il ne parle plus de tirs venus de la foule. Il confirme que son dispositif a été débordé par les manifestants. On n'arrivait pas à éloigner cette foule qui de plus en plus était débordante. Sur ma gauche, 3 de nos véhicules étaient déjà immergés dans la foule. Un manifestant grimpe sur un de mes chars et arme la mitrailleuse 7,62. Un de mes hommes fait un tir d'intimidation dans sa direction. L'individu redescend aussitôt du blindé. Le coup de feu déclenche une fusillade. L'ensemble de mes hommes fait des tirs uniquement d'intimidation. On se rapproche de la vérité. Reste une question. Comment des tirs d'intimidation ont-ils fait 16 morts et 76 blessés par balle, selon une enquête du journal français Le Parisien? D'après l'armée française, la fusillade a duré environ 1 minute. 2000 projectiles ont été tirés. Dans la foule, c'est la panique. Sur un escalier, on entrevoit un amas de corps, probablement des blessés. Un jeune homme au crâne éclaté gît à quelques mètres des militaires français. Un quart d'heure après la fusillade, les militaires français commencent à quitter l'hôtel Ivoire.
On ne voit pas de ressortissants civils évacués, mais du matériel lourd, notamment des lance-roquettes. Les blindés français quittent l'hôtel sous les applaudissements des manifestants. Dans la précipitation, les Français ont laissé derrière eux du matériel. Et surtout, grosse bourde, ils ont oublié l'un de leurs ordinateurs. On voit ces ordinateurs dans les images filmées le matin de la fusillade par le journaliste ivoirien. Un mois plus tard, nous avons rendez-vous à l'Hôtel Ivoire. Voici l'homme qui a trouvé l'ordinateur oublié par les Français. Il préfère rester anonyme. C'est un médecin ivoirien venu soigner des blessés après la fusillade. Il nous montre où il a trouvé l'ordinateur dans le hall d'entrée de l'hôtel. Elle était placée ici. Cette table était placée ici et ils avaient branché, il y avait une file ici qui alimentait l'ordinateur. Le médecin a transmis l'ordinateur à un conseiller de Laurent Gbagbo. Lui aussi veut rester anonyme. Avant de faire passer l'ordinateur de l'armée française à la présidence ivoirienne, il en a conservé une copie sur un CD-ROM qu'il accepte de nous montrer. L'ordinateur contient une présentation de tous les armements français en Côte d'Ivoire, les matériels de transmission et l'organisation des troupes. Il contient aussi des centaines de fiches sur les principales personnalités ivoiriennes, en commençant par le président Gbagbo. Sa vie est détaillée jusqu'aux plaques d'immatriculation de ses voitures banalisées. Chaque personnage est méthodiquement répertorié. Ethnie, influence, indice de pouvoir, réseau, environnement familial et passion, un vrai CV. Du travail de renseignement classique en pays étrangers. Beaucoup de fiches sont d'ailleurs de simples compilations d'articles de journaux ivoiriens. Quelques documents sont plus gênants. Ce chef d'entreprise français, par exemple, son nom et ses coordonnées sont mentionnés. Il est présenté comme prônant un renversement du pouvoir actuel. Cette fiche est celle d'un Ivoirien qui fait partie du premier cercle de Laurent Gbagbo. Il a rencontré les Français en secret. Conclusion de l'armée, il est fort opposé à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il est prêt à coopérer et à évacuer ses enfants vers la France en cas de problème. Tout le contenu de cet ordinateur a été remis au président Gbagbo le surlendemain de la fusillade à l'Hôtel Ivoire. Nous profitons d'une interview pour interroger le président ivoirien. J'ai vu en tout cas le paquet de fiches qui me concernait. C'est pas du tout rassurant. Même le blindage de mes voitures est marqué là-dessus. Ça vous a surpris que les Français fassent des fiches de renseignement comme ça, confidentielles, sur vous et votre... Mais on a peur quand on voit le blindage de sa voiture, de sa voiture. Je veux dire, bon, c'est ça. Et vous avez interpellé Paris sur ce... Non. Vous savez, moi, j'interpelle très peu les gens. Je constate et puis bon, je mène ma petite vie tranquillement. Laurent Gbagbo aurait tort de se plaindre. Dans l'ordinateur, il y a aussi tous les détails sur l'état-major des rebelles, ses opposants qui tiennent le nord du pays. Une mine d'informations. La moindre arme sur le terrain est signalée. Sans le faire exprès, la France a rendu un fier service au président ivoirien. Est-ce que cet ordinateur peut aider militairement le président Gbagbo? S'il y avait une reprise de guerre en ce moment, oui, militairement, ça pourrait aider Gbagbo, puisque nous savons tout à travers ce document des rebelles. Le mardi 9 novembre 2004 fut un mardi noir pour les troupes françaises de Côte d'Ivoire. Pour connaître la position officielle de Paris, nous devrons nous contenter de quelques mots du chef des armées, Jacques Chirac, lors de ses vœux aux militaires. La maîtrise de soi, dans des situations dangereuses, impose de grandes qualités morales et physiques. Cela demande tout à la fois sang-froid et courage, discipline et détermination. C'est ce visage que nous ont montré les soldats de Licorne, sous les ordres du général Poncet,
durant les événements de novembre dernier en Côte d'Ivoire. Pendant les événements de novembre 2004 à Abidjan, Stéphane Auman et Jérôme Pain avaient remarqué au milieu des manifestations, alors qu'elles étaient quand même assez violentes, des jeunes gens un peu allumés avec les bras au ciel et qui criaient « Jésus, Jésus, Jésus ». Mais des centaines de gens comme ça. En fait, en enquêtant, on s'est aperçu assez vite que c'était des évangéliques, c'est-à-dire ce courant d'inspiration nord-américaine qui est de plus en plus présent dans les pays africains et qui, en Côte d'Ivoire, est une véritable lame de fond. On s'est aperçu assez vite que ce courant avait aussi des petits reflets politiques, puisque Laurent Gbagbo, qui est le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo lui-même s'est converti à l'évangélisme. Oui, c'était il y a 6 ans. Il était catholique au départ, est aujourd'hui protestant. Et donc Stéphane Auman a découvert autour de lui une nuée de pasteurs, un peu gourous, également des gens en lien avec des hommes d'affaires américains qui eux-mêmes sont en lien avec le président Bush et avec le Pentagone aussi. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, pas de conspirationnité aiguë, que ces prêtres ou ces pasteurs soient des agents de la CIA. C'est pas le cas. Ce qui est sûr, c'est que ça crée un environnement en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire extrêmement favorable aux intérêts américains. C'est pour ça qu'on est allé aussi mener l'enquête aux États-Unis. Donc Stéphane Auman et Jérôme Pain ont enquêté à Abidjan et Paul Morera aux États-Unis. Nous sommes devant l'hôtel Ivoire, au plus fort de la crise entre Paris et Abidjan. Face à l'armée française, une foule de jeunes patriotes. Et au milieu, des manifestants qui chantent l'amour et les louanges de Dieu. Depuis 3 jours, ces groupes de prière se sont constitués en boucliers humains pour défendre le régime ivoirien. Ce sont des chrétiens, des protestants évangéliques d'inspiration américaine. Nous avons décidé d'enquêter sur ces bataillons de croyants tout dévoués à Laurent Gbagbo. Pour connaître l'importance de la foi chez le président ivoirien, nous avons obtenu l'autorisation de passer quelques jours dans son intimité. Notre reportage commence au palais présidentiel. Lors de notre première rencontre, le président Gbagbo nous reçoit dans sa chambre à coucher, avant sa journée de travail, sans façon. Patricia, je veux réfléchir d'abord. Il ne faut quand même pas que nos amis me pourraient être sauvages. Sans chaussures. Oui. Sa fille Patricia et sa femme Simone sont présentes. Nous sommes en famille. Le président engage la conversation sur ses programmes télé préférés. Quand je veux pas réfléchir beaucoup. Et puis ici, il y a des trucs de... Ouais, Clint Eastwood. Ouais. Et puis j'ai Ce qui me passionne en ce moment aussi, c'est le tennis. Tennis féminin. Tennis féminin. Alors, Serena et Vénus. Celle qui m'a introduit dans le tennis féminin vraiment, c'est Steffi Graf. Pour moi, c'était vraiment l'idéal de la joueuse. Service, coup droit. En 45 minutes, elle a terminé le match 6-2, 6-2, 6-2, 6-1. J'aime les gens qui gagnent sans bavure comme ça. J'aime la musique. J'aime la musique. Bon, là, hier soir, je n'ai pas regardé, mais ça, c'est celui que je regarde le plus en ce moment. La biographie de Ray Charles. Ça m'intéresse de voir des gens qui viennent de familles très, très, très modestes comme moi et qui ont quand même réussi à se faire une petite place au soleil. Laurent Gbagbo s'est converti au protestantisme évangélique d'inspiration américaine il y a 6 ans. Avant, il était catholique. Il improvise un petit air religieux sur son orgue électronique. C'est le Kyrie, la messe des anges. On a l'impression que la foi, c'est quelque chose qui est très important dans votre vie. Oui. Oui, c'est important. Sinon, on ne traverse pas la période difficile comme ça. Simone Gbagbo est une croyante fervente. Le conseiller en communication du président, Ben Soumaoro, est musulman. Il nous encourage à interroger Madame Gbagbo. C'est la force de la foi dans la crise que nous avons traversée.
Je crois qu'elle peut répondre à quelques questions à ce sujet parce que c'est imperceptible, c'est pas palpable, mais j'ai le sentiment que c'est ça qui nous a sauvés. C'est très, comment je dirais, oppressant là, hein, le pouvoir. Et ça peut vous détruire si vous n'avez pas un ancrage quelque part, un ancrage fort quelque part. Et avec la foi, vous bornez, vous... On a les balises morales. Voilà. On a les balises morales qu'il faut, hein, avec la foi. Oui, ça, c'est la théorie. En pratique, le président ivoirien oublie parfois ses balises morales. En mars 2003, il a fait tirer sur des civils. Contrairement aux morts de l'armée française, on en a très peu parlé. Il n'y a pas eu la même émotion il y a quelques mois, je crois que c'était en mars 2003, lorsque le régime d'Abidjan, pour le coup, a réprimé une manifestation pacifique et où il y a eu, je ne sais plus exactement, je crois que c'est plus de 100 morts. Et il n'y a pas eu la même émotion. Donc il y a un peu deux poids, deux mesures. Il y a les victimes du régime et les victimes faites par les Français. Je n'ai pas envie de répondre à cette question parce que je n'ai pas envie de faire la polémique. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour ceux qui disent ça. C'est pour ceux qui disent ça. Je préfère qu'on s'arrête là. Enfin, sur ce point. L'homme qui a converti les Gbagbo est un homme d'influence. Un homme réputé puissant dont on parle régulièrement dans les journaux. Moïse Koré, un pasteur évangélique. Pour trouver Moïse Koré et la communauté évangélique à laquelle appartient Laurent Gbagbo, il faut se rendre dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Abidjan, Yopougon. Au bout d'une ruelle de terre, une sono et des chaises en plastique. Le nom de cette communauté, la mission Shekinah. Des voitures de luxe garées à proximité plutôt surprenant. Il y a même une voiture officielle. À l'écart, les enfants suivent le catéchisme. Un catéchisme plutôt exalté. 1 millier de fidèles sont en adoration. La Côte d'Ivoire est un pays francophone, mais le culte est importé d'Amérique, alors on chante parfois en anglais. Le fondateur de la mission Shekinah, Moïse Koré, c'est lui. Ancien basketteur professionnel et ingénieur en télécommunications, il a commencé avec 46 fidèles, il en a aujourd'hui 3000. Dieu a parlé un jour à vos cœurs, c'est pourquoi vous êtes assis là. Et si vous êtes assis là, comme il a parlé ce jour-là du buisson à Moïse, il a quelque chose pour vous également. Alléluia. Après un rêve en 1998, une révélation divine, Moïse Koré a converti Laurent Gbagbo. Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons entendu la voix de Dieu. Tu nous as dit clairement que Gbagbo Laurent est le choix de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Il fallait que nous allions le lui annoncer. Nous avons pris un rendez-vous, nous sommes allés, nous le lui avons exprimé. Et sa réponse a été aussi simple que celle-là. J'ai mené le combat pour révéler aux Ivoiriens quels étaient leurs droits, ce que c'était que la démocratie et dans quelle voie il fallait qu'ils aillent pour le bien de ce pays. Si maintenant, les Ivoiriens, enfin Dieu estime que c'est lui qui doit prendre la suite du combat et qu'il en soit ainsi. Les églises évangéliques recrutent à tour de bras depuis une quinzaine d'années. Au total, il y aurait aujourd'hui environ 1,5 million d'évangéliques en Côte d'Ivoire, 10% de la population. Alors le pasteur présidentiel voit beaucoup plus grand. À son bureau, dans le quartier chic de Cocody, il nous montre les plans d'un temple qu'il veut faire construire à Abidjan. La tête par là et la queue. Donc c'est un temple qui va contenir, qui va avoir 10 000 places assises, avec à l'extérieur une esplanade qui peut accueillir jusqu'à 30 à 40 000 personnes pour de grandes manifestations chrétiennes en Côte d'Ivoire. En France, vous étiez présenté comme le Raspoutine local, le gourou de Laurent Gbagbo. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? On a voulu jeter du discrédit sur le régime du président Gbagbo en disant oui, qu'il y a un personnage dans son entourage qui est plus ou moins Raspoutine, qui le tient, qui a les yeux rouges, qui a les cheveux rasta et tout. C'est la caricature, comme toujours, quand on veut salir quelqu'un. Dans un pays divisé entre un sud plutôt chrétien et un nord à majorité musulmane, certains voient dans la Côte d'Ivoire un nouvel exemple de la guerre des civilisations. Les évangéliques seraient l'avant-garde de Washington. En
février 2001, Moïse Coré a participé à un petit déjeuner de prière à Washington. Dans la salle, tout le Gotha politique des États-Unis. Objet de la cérémonie, prier pour le président George W. Bush en personne. Je remercie les représentants étrangers qui sont ici. Cela prouve que la foi n'a pas de frontières. Lors de la cérémonie, Moïse Coré a croisé des membres du gouvernement américain, comme Condoleezza Rice, la très croyante responsable de la sécurité nationale de George W. Bush. Il n'en faut pas plus pour que les services français voient en Moïse Coré un agent de la CIA. Le pasteur Coré dément. J'ai vu de loin Condoleezza Rice dans le même milieu. J'ai jamais dit que j'ai discuté avec Condoleezza Rice. J'ai jamais dit que c'était mon ami comme on l'a fait croire. J'ai jamais dit qu'elle m'avait dit quelque chose sur les relations franco-ivoiriennes. J'ai jamais dit quoi que ce soit concernant. Il faut que les choses soient rétablies à leur juste valeur. Je l'ai vu dans ce milieu et je sais, pour l'avoir vu pendant cette manifestation, qu'elle est chrétienne. Voilà. C'est une sœur. Voilà tout ce que j'ai dit. Comme le président Bush était frère dans la foi. Moïse Coré est aussi homme d'affaires. Il dirige une société de négoce internationale. Ses détracteurs le soupçonnent d'avoir acheté des armes pour le compte du président Gbagbo. Et parfois, vous lui confiez des missions spéciales, comme on le dit. Je l'ai envoyé en mission 1 ou 2 fois, mais je ne vois pas le caractère spécial. C'est-à-dire, quand on doit discuter, pas de dossiers d'État, mais des rapports, bon, on envoie quelqu'un qui connaît une telle personne, qui connaît une telle autre personne, puis on combine quelquefois 2 ou 3 missions à la fois, donc on envoie la personne idoine. Donc, mais ce n'est pas des missions spéciales au sens de OSS 117 ou bien au sens au sens des missions de magouille. Non. Comme tous les dimanches soirs, une messe est organisée à la présidence de la République. Quelques invités triés sur le volet. Laurent Gbagbo y assiste chaque fois qu'il est présent à Abidjan. Dans la chapelle de la présidence, il retrouve son pasteur, Moïse Coré, et la chorale de l'église Shekinah. Simone Gbagbo est là aussi. Le groupe qui chante ce soir pour le président est un groupe à la mode en Côte d'Ivoire. Cette chanson sur Jésus est un véritable tube qui passe en boucle à la radio. Devant le président ivoirien, le chanteur se fend d'un petit message politique contre les accords de Marcoussis, ces accords voulus par la France pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Dieu veut montrer que la solution de la Côte d'Ivoire, c'est Jésus et personne d'autre. Il n'y a pas... Je disais à un homme de Dieu quand je suis arrivé, il n'y a pas d'accord qui tienne entre les hommes. Le seul accord qui peut nous permettre de nous en sortir, c'est l'accord que nous devons avoir avec Jésus-Christ. Sur l'estrade, Moïse Coré. Devant lui, l'homme qui prêche n'est pas un pasteur, c'est un homme d'affaires ivoirien. Dieu, merci de ce que chaque décision qu'ils prennent viendra et sera inspirée de toi. Merci notre Dieu de ce que tout ce que l'ennemi va accomplir dans l'obscurité sera voué à l'échec. Simon Nandjoui représente un petit courant évangélique influent, la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Au nom de Jésus. Une communauté qui évangélise dans les milieux d'affaires d'une façon très particulière. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ça se passe autour de dîners qu'on organise régulièrement dans les lieux neutres, qui sont les hôtels, les restaurants, des grandes salles, des banquets, au cours desquels des chrétiens témoignent de ce que Jésus a fait dans leur vie. Pour comprendre l'influence des hommes d'affaires du plein évangile, il faut aller aux États-Unis. C'est là que vit leur chef spirituel. Nous l'avons retrouvé à Los Angeles, dans l'un des nombreux quartiers d'affaires de la mégapole. C'est lui, Richard Chakarian. La fraternité d'entrepreneurs qu'il dirige compterait 2000 leaders régionaux et 6000 églises dans 154 pays.
chiffre aussi impressionnant qu'invérifiable. Ceci n'est pas une vidéo promotionnelle pour la bourse, mais pour l'église